Je me souviens la première fois que j'ai entendu la pentatonique, c'était chez mes parents. Il y avait mon frère qui jouait derrière moi. Et la première fois que j'avais entendu ce son, j'étais complètement fasciné en fait. À l'époque, j'avais appris Seven Nation Army, des petits riffs comme ça pour débuter. Et j'étais pas vraiment discipliné ni motivé à l'époque. Je jouais quelque chose comme une fois toutes les 2 semaines, donc c'était vraiment pas grand chose. Puis ce fameux jour, je l'ai entendu jouer les notes de la penta. Donc les 5 notes que tout le monde connaît, hein, le schéma pa 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 pa. Et si tu le connais pas et que tu veux l'approfondir, sache qu'il y a un e-book gratuit dans la description qui parle de ça. Ça parle de théorie, d'improvisation, donc je te laisse le télécharger. En fait, avoir entendu ce son de la pentatonique, c'était vraiment un de mes 2-3 déclics dans l'improvisation, dans la musique. En fait, c'était vraiment une couleur que j'avais envie d'approfondir. C'était des notes que j'avais envie de jouer et j'avais envie de pouvoir faire la même chose. Et donc avec ça, c'était un peu le début de mon chemin dans l'improvisation, dans la théorie. Et après avoir appris comment jouer toutes ces notes, je me suis mis à l'improvisation après ça. Et franchement, le souci, c'est pas les gammes, c'est pas les modes, c'est pas la théorie. Mais il y a un problème, c'est que personne ne m'a jamais dit pourquoi j'ai appris tout ça. Générique. 3, 2, 1, let's jam. Attention, tu vas te payer un poteau. Donc, quand je demande à quelqu'un d'improviser, généralement j'ai 2 types de réactions. Soit le mec frise totalement et il reste devant son instrument et il sait rien faire. Soit le mec s'y met, il se lance, et puis il se juge, il dit qu'il est mauvais. En fait, ce sont 2 réactions qui sont totalement différentes, mais qui viennent d'une seule et même fausse idée. C'est qu'ils n'ont pas le talent pour improviser. Ils n'ont pas ce truc inné en eux qui fait qu'ils y arrivent. Et franchement, c'est difficile de leur en vouloir. Au final, l'improvisation, c'est quoi ? C'est une sorte de création de musique sur le champ, quoi. C'est assez facile de tomber dans le piège de se dire que soit on est créatif, soit on ne l'est pas. Si la création, c'est un acte instantané et spontané, tu te dis que tu peux pas te préparer à créer. C'est hyper contre-intuitif de se dire que tu peux être plus spontané et d'une meilleure façon, et que tu peux t'entraîner à créer, et tu peux t'entraîner à être spontané. Il y a quelque chose d'antinomique là-dedans. Donc il y a ce premier piège quand tu débutes, mais normalement si tu continues à improviser, si tu continues à relever peut-être des solos, au bout d'un moment, tu vas t'améliorer en improvisation et ça va aller. Mais là tu risques de tomber dans un nouvel écueil, qui a duré beaucoup trop longtemps pour moi, et que j'ai envie que tu évites. Et ce piège, je vais l'appeler le flou semi-automatique. Maudit oiseau, me dis-je. En fait, le flou semi-automatique, c'est quoi ? C'est cette façon d'improviser où ton esprit est asservi à tes doigts. Alors que ça devrait surtout être l'inverse. Quelqu'un qui joue alors qu'il est dans ce piège-là, il pourra ne pas forcément être connecté à la musique en fait. Il va sortir souvent les mêmes plans, le gars qui va être piégé là-dedans, il va ressortir ça de façon assez mécanique, et il pourra ne pas être forcément connecté à son instrument. Ça n'arrive pas à chaque fois, le fait qu'il soit déconnecté, mais ça peut arriver. Il peut continuer à improviser malgré cette déconnexion. La musique serait une sorte de système, un peu à l'image de ces jeux pour enfants, vous savez, où vous mettez le rond dans le rond, et le carré dans la forme carrée, etc. Sauf que là, c'est de la musique. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de sensibilité impliquée dans ce processus, en fait, dans cette manière de réfléchir. C'est un peu comme si la musique était vue comme une manière de briser le silence en rythme. D'ailleurs, pour moi, quand t'entends quelqu'un qui dit « il n'y a pas d'âme dans ce solo en fait, il fait allusion à ce système, à cette façon de penser, la façon de penser du flou semi-automatique, en fait. À tort ou à raison, ça, il n'y a que le musicien qui peut vraiment le savoir. Alors, ce qui est fou avec ce flou, c'est que tu es quand même plus ou moins capable de créer de nouvelles phrases musicales, malgré cette plus ou moins absence de sensibilité. En tout cas, pour moi, c'était le cas, parce que je visualisais le manche avec les gammes, et en fait, mon but, c'était de découvrir de nouveaux moyens, de nouveaux chemins, d'agencer les notes d'une certaine manière, en fait. Non pas parce que je savais que ça allait bien sonner, bien que je savais que c'était des gammes, et je savais que les notes étaient dans la gamme, donc ça devrait, en théorie, être plus ou moins consonant, mais c'était plus parce que j'avais envie d'explorer cette nouvelle façon de faire. J'avais envie d'explorer cette nouvelle suite de positions, mais j'avais aucune idée de comment ça allait sonner. Alors attention, je dénigre en rien cette méthode, et je trouve que quand la théorie précède la pratique, précède le fait, en fait je trouve ça génial, et c'est ce qui se passe quand tu utilises cette méthode. Mais je trouve qu'on manque quelque chose, et qu'il y a peut-être quelque chose de plus important derrière qui peut être exploré. Tu feras attention, je parle de flou et de semi-automatique. Je parle pas d'un trou noir absolu qui est complètement insolvable. C'est-à-dire que je pense que cette façon d'improviser, cette façon de penser, elle est pas dénuée d'âme, pas du tout.
il y a des choix qui peuvent se faire là-dedans, et elle est peut-être même indispensable cette phase. Donc je suis quand même convaincu que tu as énormément de place pour le choix dans cette façon d'improviser, même si tu n'as pas une idée super claire de ce que tu vas jouer. Est-ce que tu joues avec peu de notes, beaucoup de notes est-ce que tu joues avec un peu de volume, beaucoup de volume, peu d'intensité, l'articulation, c'est-à-dire est-ce que tu fais un bend ou pas? Tout ça, c'est des choix quand même que tu fais. Et tu as quand même peut-être un petit feeling pour ça, et c'est peut-être pas que de la mémoire musculaire, la raison pour laquelle tu fais ces choix. C'est simplement qu'une partie des choix ne t'est pas offerte avec cette façon de penser. Je pense surtout à la mélodie, évidemment. Tu peux quand même un peu penser ses contours à l'avance, tu peux savoir que la phrase va monter, qu'elle doit descendre, et tu peux le sentir, mais t'as pas vraiment les notes exactes que tu vas jouer dans ta tête au moment même où tu les joues. Il y a une part d'aléatoire et il y a une part d'inconnu là-dedans. Mais il y a aussi une autre composante qui est le rythme, qui lui est beaucoup plus malléable, il est beaucoup plus plastique en fait quand tu es sûr de ce que tu veux jouer. Donc quand la phrase qui te vient en tête, la phrase musicale qui te vient en tête est claire, nette, limpide, précise, tu sais vraiment manier le rythme, tu sais être plus ou moins derrière le temps et ce genre de choses. Et donc la question qui se pose maintenant c'est comment sortir de ce flou et qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce flou? Eh ben c'est la question qu'on se pose maintenant et on va voir ça tout de suite. N'importe quoi. Mais si on éclaircissait ce flou et qu'il devenait moins automatique, si on commençait à vraiment inventer, alors ce serait de l'improvisation et non plus de la reproduction. Je pense que évidemment il y aurait toujours une part de répétition. Les grands improvisateurs, ils ont toujours des phrases qui reviennent, un peu comme des tics de langage en fait. Mais je pense sincèrement qu'il y a de nouvelles dimensions de la musique qui s'offriraient à nous, des dimensions plus personnelles, si vraiment le cours de la musique s'inscrivait en fait dans notre oreille intérieure. Il suffirait à ce stade-là qu'une idée traverse notre esprit et qu'instantanément nos doigts comprennent comment ils doivent bouger pour pouvoir traduire cette idée en son. Bien sûr, ça demande beaucoup de dextérité, ça demande beaucoup de travailler son instrument et de connaître son instrument. Ça demande de savoir à l'avance quelle note va sonner comment sur son manche. Et ça demande aussi, si on doit revenir sur la métaphore du langage, d'avoir bien travaillé son vocabulaire, sa grammaire, etc. Mais cela n'en vaut-il pas la peine? S'évertuer à maîtriser une langue dont le seul but est de communier, et dont aucun mot ne peut mentir. Quand tu entends ce que tu joues avant de le jouer, c'est ça la clé.